À la fin des années 20, le monde va connaître euh, une crise économique considérable. Euh, Au-delà des effets de cette crise, au niveau du chômage et au niveau justement de la destruction de l'appareil de production, le monde va découvrir aussi une certaine misère extraordinaire qui va toucher tous les pays du monde. Dans cette période, des remises en cause importantes vont toucher euh, les rapports entre travailleurs et employeurs. Et ces remises en cause vont donner lieu à un syndicalisme encore plus virulent et qui va remettre en cause davantage les disparités sociales qui existent dans les sociétés et dans les entreprises. Euh, le fait de continuer à fonctionner de la même manière, c'est-à-dire à la manière taylorienne, avait montré ses limites et que le rendement ne pouvait pas assurer ce qu'on a appelé le pacte fordien, ce pacte qui consiste à dire plus vous améliorez votre productivité, eh bien plus vous allez gagner en termes de salaire. Donc ce pacte ne pouvait plus fonctionner de la même manière à cause notamment de la crise et à cause d'une situation de surproduction très très importante. Alors, maintenant, dans cet environnement-là, dans ce contexte socio-économique délicat, va apparaître un nouveau courant en matière de théorie des organisations qui va apporter une innovation très très importante. Cette innovation, elle est quelque part le fruit du hasard et je vous expliquerai pourquoi. Fin des années 20, début des années 30, un chercheur américain qui s'appelle Elton Mayo va faire une expérience qui est largement connue dans les écoles de commerce et qui s'appelle l'expérience de Hawthorne. L'expérience de Hawthorne est faite dans une entreprise, enfin dans des unités de production de la General Electric aux États-Unis. Et Elton Mayo, ce qu'il faut dire, c'est que quand il a entamé son travail, c'est quelqu'un qui est psychologue de formation et qui croit beaucoup en les préceptes ergonomiques du taylorisme. C'est-à-dire que si vous améliorez les conditions matérielles de travail ou les conditions physiques de travail, eh bien le rendement et la productivité vont s'améliorer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une expérience qui consiste à distinguer le traitement de deux ateliers à l'intérieur de la même usine. Donc un atelier A et un atelier B. Donc pour l'atelier A, il va améliorer la luminosité, donc l'éclairage, et pour l'atelier B, il va laisser la luminosité au même niveau. Il revient après une semaine et il mesure le euh, taux de rendement des salariés. Et sans surprise, il trouve que dans l'atelier A, c'est-à-dire là où il a amélioré l'éclairage, eh bien, la productivité a augmenté. Et dans l'atelier B, eh bien, la productivité est restée stable. Donc, tout cela va dans le sens de la confirmation, justement, des préceptes de Taylor. Euh, alors, pour quand même avoir le cœur net, donc il prend encore à nouveau l'atelier A et cette fois, il réduit le niveau d'éclairage de luminosité. Et dans l'atelier B, il laisse toujours le même niveau d'éclairage. Il revient après une semaine et là, à sa grande surprise, eh bien, au lieu que dans l'atelier A, la productivité se réduise, c'est-à-dire qu'elle baisse, eh bien, au lieu de ça, la productivité a continué à augmenter.
Il a répété l'expérience, toujours la productivité continue à augmenter. Il est passé de la luminosité à d'autres facteurs, c'est-à-dire l'aération, c'est-à-dire etc. Toujours même chose, il améliore, il réduit, etc. Et à chaque fois, toujours ça continue à augmenter. Il quitte Hawthorne pour aller vers d'autres villes où la General Electric est présente. Eh bien, c'est toujours les mêmes résultats. Et donc, au lieu d'une expérience qui devait durer quelques semaines, eh bien, il a réussi à avoir les financements pour continuer son expérience pendant 3 ans. Et cela a donné lieu au premier ouvrage sur notamment la gestion des ressources humaines, si vous voulez, sur ce qui a été appelé à l'époque l'école des relations humaines. Et c'était un ouvrage sur les facteurs de motivation. Et ses conclusions sont les suivantes, c'est qu'il n'y a pas que les facteurs physiques qui permettent d'améliorer le niveau justement le niveau de motivation des salariés, mais il y a d'autres facteurs qui sont d'ordre psychologique qui entrent en jeu. Alors, cette découverte, si vous voulez, a été une découverte considérable dans le monde des affaires et dans la théorie des organisations. De la même, alors, d'une façon différente sur le plan de logique, MacGregor aussi va construire une théorie très très intéressante qui s'appelle les théories X et Y de MacGregor. Et le principe des théories X et Y de MacGregor, c'est que justement, on peut avoir des perceptions différentes du monde de mon travail, que ces perceptions différentes de mon travail. Donc, il réalise un certain nombre d'entretiens avec des dirigeants d'entreprises aux États-Unis et il trouve qu'il y a deux perceptions. D'un côté, la théorie X, qui est une théorie qui, quelque part, rejoint les préceptes du Taylorisme, à savoir que l'individu, il est feignant, qu'il ne veut pas travailler et qu'en plus, il fuit les responsabilités et que, si vous voulez, à cause de cela, la plupart des individus souhaitent plutôt être dirigés et être des exécutants. De l'autre côté, il y a la théorie Y, et cette théorie Y, elle est complètement à l'antipode de la théorie X, et elle considère que l'individu, au contraire, il n'est pas feignant, c'est-à-dire qu'il ne fuit pas le travail parce que c'est le travail, ce n'est pas une fainéantise, mais en réalité, ce qu'il fuit, ce sont les conditions de travail. La preuve, c'est que le même individu peut prendre beaucoup de plaisir à jouer un match de foot ou un match de basket ou à s'amuser avec ses enfants ou avec sa famille, etc., alors que cela lui demande peut-être plus d'efforts physiques que le travail salarié. Mais il le fait parce que ce sont des conditions qui sont des conditions agréables et qu'il ne ressent pas le contrôle extrêmement j'allais dire, excessif donc de sa hiérarchie. Donc, du coup, il prend du plaisir à le faire. Donc, parfois même c'est douloureux et il le fait quand il joue de la boxe ou autre chose. Donc, de ce fait, quand les gens fuient le travail, c'est pas l'effort physique qu'ils fuient, mais c'est au contraire plutôt ce sont les conditions psychologiques du travail qui leur paraissent comme étant des conditions non favorables. Donc, par ailleurs, ce que le MacGregor montre, c'est que ces individus-là considèrent que l'homme ne fuit pas les responsabilités, il est capable de prendre en charge des responsabilités à condition qu'on lui apprenne justement les savoirs, les connaissances, les compétences qui vont lui permettre de prendre en charge ces responsabilités-là. Et alors,
bien entendu, par la suite, MacGregor, il a eu un certain nombre on va dire, d'élèves, si vous voulez, qui vont continuer son travail et qui vont peut-être aller vers, je dirais, une démarche beaucoup plus excessive en cherchant à montrer que ce sont les entreprises qui adoptent le style de la théorie Y qui vont être plus performantes que les entreprises qui adoptent le style de la théorie X. Or, malheureusement, justement, les preuves, on va dire, tangibles et pratiques d'une telle affirmation n'ont jamais été apportées. Mais quoi qu'il en soit, avec aussi la pyramide de Maslow, que nous aurons l'occasion de discuter pendant la séance de cours de vendredi. Donc la théorie de Maslow, qui, bon, en réalité n'est pas en soi une théorie de l'entreprise, mais qui va être utilisée par l'entreprise par la suite, là aussi, a été justement dans le courant du développement, enfin la même trajectoire de développement du courant des relations humaines. Donc, finalement, ce courant des relations humaines a été un courant important, une innovation importante, qui comme je vous ai dit, il a été à l'origine de la discipline de la gestion des ressources humaines, même si depuis, cette discipline a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Mais ce sont les fondateurs justement de cette discipline. Rien que pour ça, ils ont apporté une innovation importante dans le domaine de la théorie des organisations.